Bienvenue dans ce podcast consacré à l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire récente de la France, les attentats du 13 novembre 2015, et plus particulièrement l'attaque survenue au Bataclan. Ce drame a profondément bouleversé non seulement la France, mais aussi le monde entier. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur cette nuit sombre et macabre, examiner ses répercussions humaines, sociales et politiques, et explorer les mémoires et les débats qu'elles suscitent encore aujourd'hui. Ce podcast propose une plongée complète dans les événements et les réflexions qui s'inspirent. Nous allons entendre des témoignages poignants, découvrir des mesures prises par la France pour faire face à cette tragédie et comprendre les enjeux mémoriels et sociétaux qui s'en déroulent. Ce récit durera environ 15 minutes. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'histoire de la soirée qui a marqué à jamais notre époque. Chapitre 1. Le contexte du 15 novembre 2015. Une Europe sous tension. L'année 2015 est marquée par une montée en puissance des menaces terroristes en Europe. L'organisation de l'État islamique, aussi appelée Daesh, multiplie les revendications d'attentats meurtriers, visant principalement des civils pour mener la terreur et frapper des symboles culturels, politiques ou sociaux. Cette stratégie repose sur un mélange de terreur physique et psychologique, visant à perturber profondément l'instabilité des sociétés visées. En France, cette menace est particulièrement tangible. Dès janvier 2015, les attaques contre Charlie Hebdo et l'hypercacher ébranlent le pays. Ces événements montrent la capacité des terroristes à frapper le cœur même de la République, notamment ses valeurs fondamentales de liberté d'expression, de tolérance et de laïcité. En réponse, la vigilance s'accroît, mais l'Europe, elle, reste vulnérable face à des réseaux bien organisés et déterminés. Le soir du 13 novembre. Le 13 novembre 2015 est une soirée paisible à Paris. Les terrasses des cafés, les restaurants, les concerts et les stades accueillent des milliers de personnes venues profiter de l'effervescence parisienne. Parmi ces événements, un concert des Eagles of Death Metal attire la foule dense au Bataclan. Rien ne laisse présager la tragédie imminente. À 21h20, une première explosion retentit près du Stade de France, marquant le début d'une attaque coordonnée sans précédent. Tandis que la confusion s'installe, d'autres attaques sont perpétuées dans les rues animées de Paris, visant des lieux symboliques de convivialité et de liberté. Chapitre 2. La nuit au Bataclan. Les détails de l'attaque. Au Bataclan, environ 1500 personnes assistent au concert. Vers 21h40, 3 hommes armés de fusils d'assaut, identifiés plus tard comme Fouad Mohamed Agad, Ismaël Omar Mostefaï et Sami Amimour, pénètrent dans la salle par l'entrée principale. Ils commencent immédiatement à tirer sur la foule, provoquant un chaos indescriptible. Les premiers coups de feu visent la fosse, où les spectateurs, pris de panique, cherchent désespérément à se protéger. Certains se jettent au sol, en faisant semblant d'être morts, tandis que d'autres tentent de se réfugier dans les loges, les toilettes ou les coulisses. Les assaillants, méthodiques, continuent leur progression, tirant sur ceux qui croisent dans leur chemin. Ils scandent des slogans djihadistes et justifient leurs actes en dénonçant la politique étrangère de la France et ses interventions au Moyen-Orient. Peu après, ils prennent un groupe d'otages, utilisant ces derniers comme boucliers humains, rendant toute intervention encore plus délicate par les forces de l'ordre. Pendant ce temps, les appels à l'aide affluent des victimes et des témoins présents. La confusion règne également à l'extérieur, où les autorités tentent de coordonner une réponse rapide. La BRI, Brigade de recherche rapide et d'intervention, et le RAID, Recherche, assistance, intervention, dissuasion, sont mobilisés pour mettre fin à cette attaque d'une ampleur sans précédent. L'assaut final a lieu aux alentours de minuit. Après plusieurs heures de tension extrême, les forces de l'ordre neutralisent les assaillants. Le bilan humain est catastrophique. 90 morts, des centaines de blessés, dont certains grièvement, et un traumatisme collectif profond. Témoignages poignants. Des survivants décrivent des scènes de chaos et de terreur. J'ai fait le mort pendant ce qu'il m'a semblé une éternité, raconte un témoin. D'autres parlent de la solidarité qui a émergé malgré le drame, comme des inconnus se soutenant mutuellement ou partageant des informations vitales. Ces récits mettent en lumière non seulement l'horreur de l'attaque, mais aussi les élans d'humanité qui émergent dans les moments les plus sombres. Chapitre 3. Les répercussions. Le choc national et international. Dès les premières heures après l'attaque, la France décrète un deuil national de 3 jours. Les hommages affluent de toutes parts, aussi bien les pays que de l'étranger.
Des monuments emblématiques comme la Tour Eiffel s'illuminent aux couleurs du drapeau français. Ces gestes symboliques traduisent une solidarité mondiale face à la barbarie. Sur le plan international, les dirigeants du monde entier expriment leur soutien à la France. Les médias relaient massivement les images des attaques et des hommages, marquant les esprits à une échelle planétaire. Cette stratégie devient rapidement un symbole de lutte mondiale contre le terrorisme. Mesures politiques. En réponse aux attaques, l'état d'urgence est instauré immédiatement. Ce dispositif confère des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre, leur permettant de mener des perquisitions et d'assigner à résidence des individus soupçonnés de radicalisation. Cette mesure sera prolongée à plusieurs reprises, donnant lieu à des débats passionnés sur l'équilibre entre sécurité et liberté politique. La France intensifie également ses frappes en Syrie et en Irak contre les bastions de Daesh. Ces opérations militaires illustrent la dimension internationale de cette guerre contre le terrorisme. Mais elles soulèvent également des questions sur leur efficacité et leurs conséquences à long terme. Chapitre 4. Mémoire et résilience. Les lieux de mémoire. Aujourd'hui, le Bataclan reste un symbole fort de résistance. La salle a rouvert ses portes 1 an après l'attaque, avec un concert émouvant de Sting. Ce geste à la fois culturel et politique marque la volonté de ne pas céder à la terreur. D'autres initiatives, comme des expositions ou des documentaires, permettent de maintenir vivante la mémoire de cette tragédie. Des plaques commémoratives ont également été installées sur les lieux des attaques, rappelant les noms des victimes et l'importance de leur mémoire. Ces lieux deviennent des points de rassemblement lors des anniversaires, des événements, témoignant des besoins collectifs, de se souvenir et de rendre hommage. Les défis des survivants. Les victimes et leurs familles continuent de se reconstruire. Des associations comme Life for Paris ou 13 11 15, Fraternité et Vérité soutiennent les survivants, tout en portant la voix des victimes pour améliorer des dispositifs d'aide et de reconnaissance. Ces associations jouent également un rôle essentiel dans le plaidoyer pour les politiques publiques adaptées aux besoins des victimes. Chapitre 5. Les enjeux et enseignements. Prévenir et protéger. Les attentats de 2015 ont mis en lumière des lacunes dans la coordination entre les services de renseignement européens. Depuis, des efforts considérables ont été déployés pour renforcer ces coopérations, notamment via Europol et Interpol. Ces dispositifs, comme les fiches S ou les outils de surveillance numérique, ont été améliorés, bien que leurs usages suscitent des débats éthiques. En France, les dispositifs de surveillance et de prévention ont été modernisés. Cependant, ces mesures soulèvent encore des questions sur l'équilibre entre la sécurité et le respect des libertés fondamentales. Les citoyens sont appelés à rester vigilants, mais aussi à défendre le principe démocratique face à la montée des discours sécuritaires. Cultiver la résilience. Face à la violence, la société française a su faire preuve d'une résilience remarquable. Les citoyens, les artistes, les institutions ont trouvé des moyens de se transformer la douleur en force, en créant des œuvres, en s'organisant et en affirmant leur attachement aux valeurs démocratiques. La résilience passe aussi par l'éducation et le dialogue intergénérationnel. Parlant de ces événements, en écoutant des témoignages et en réfléchissant collectivement à leur implication, la société française se donne les moyens de mieux comprendre les enjeux du vivre ensemble.